Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous tenons à remercier l'ensemble de notre auditoire partout dans le monde et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux de retrouver notre franco-marocain, c'est Karim Efrak, docteur de l'école pratique des hautes études, islamologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris, CNRS, spécialiste de l'histoire intellectuelle de la vie de la pensée dans les mondes musulmans, codécologue et porté un grand intérêt à l'histoire du Mus'haf al-Karim. سي كريم إفراق مرحبا بك وعيد مبارك سعيد عليك وعلى العائلة ديالك لأن à un certain moment vous n'avez pas passé à l'émission depuis le mois de Ramadan et nous sommes heureux de vous retrouver. Merci beaucoup cher ami, merci beaucoup. J'en profite également pour vous souhaiter en retour un bon Eid, même si il y a plusieurs semaines qui sont passées. Et
j'en profite également pour le souhaiter à l'ensemble des musulmans de France et des musulmans du monde. Et bien évidemment, je partage cette belle fête avec tous nos amis français, qui soient musulmans ou autres. Voilà, en regard de conviction. Bien entendu, comme ça a été annoncé par l'ensemble des intervenants, nous parlons de citoyens, et c'est le citoyen français en l'occurrence. Comme vous le savez, c'est Karim, Arc-en-Ciel, l'émission marocaine sur des pluriels est à l'heure de l'islam en et de France sont tabous depuis un certain temps et qu'il continuera après les vacances d'été à partir du 15 août. Et dans la continuité de notre démarche d'éclairage de cet état de lieu de l'islam, il y a, par bonheur, il y avait ce discours de M. le Président Emmanuel Macron qui s'adressait à personnalités qui étaient présentes à l'iftar de CFCM. Et depuis son discours, nous avons essayé, à travers un certain nombre d'intervenants, de poser la question sur un décryptage de ce discours fort intéressant. Et on vient d'avoir un décryptage citoyen de M. Roland Lafitte, mais aussi un décryptage sécuritaire général Chauvency. Ma question est la suivante. Quelle analyse des discours de M. Emmanuel Macron donné à l'occasion du dîner d'Iftar au CFCM peut-on extraire tant au niveau de la forme qu'au niveau de la symbolique? Bien, merci beaucoup. Finalement, on dirait que ce dîner Iftar de M. Macron a fait couler beaucoup d'encre, mais également beaucoup de voix. Bien. Emmanuel Macron, le plus jeune président de l'histoire de France, il faut le souligner, avait fait le choix stratégique de se rendre au traditionnel dîner Iftar donné annuellement par le président du CFCM et auquel, d'ordinaire, c'est le ministre de l'Intérieur qui est appelé à s'y rendre. C'était donc l'occasion de passer un message structuré autour de plusieurs thématiques qu'il avait jugées importantes. Une démarche qui ne manque pas de poser une toute première question. Pourquoi le jeune président de la République a choisi de s'y rendre personnellement, en compagnie bien évidemment de Gérard Collomb, actuel ministre de l'Intérieur, qui administre, entre autres, le bureau des cultes et les instances du dialogue avec l'islam. Il faut prendre conscience que cette présence est avant tout hautement symbolique. Elle est la première d'un président de la République depuis au moins 10 ans, et parce que le dernier à s'y rendre était l'ancien président, M. Nicolas Sarkozy. Ce qui sous-entend qu'elle est avant tout hautement politique, tant elle tend à disputer les derniers terrains sur lesquels M. Sarkozy avait marqué de son empreinte. Personne, vous le savez parfaitement, M. Sapri, n'ignore que c'est M. Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, qui a tout fait pour donner vie au CFCM. À l'époque, il avait compris, avant tout le monde, que les enjeux électoraux devront désormais composer avec les citoyens français de confession musulmane. Et il a eu raison. Il a eu raison, vu qu'en partie, grâce à une stratégie bien ficelée, il a fini par remporter les élections et devenir président. Pour prendre toute la mesure de l'enjeu, il faut interroger le discours prononcé en 1997 par M. Jean-Pierre Chevènement, actuellement président de la Fondation de l'Islam de France, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Et dans ce discours, il indiqua clairement, je le cite, « La moitié des 4 millions de musulmans qui vivent sur notre territoire national sont français. La plupart des 2 millions restants sont appelés à le devenir. Et avant de conclure, le gouvernement ne saurait s'en désintéresser. » Donc cette mutation, pour le moins surprise et surprenante, au cœur du paysage sociopolitique français, n'allait donc pas laisser indifférent. En pesant de plus en plus lourd dans la balance politique,
l'islam, à travers les musulmans français, attira sur lui le courroux des extrémistes, malheureusement, faisant par conséquent réagir toute la classe politique sur fond de campagne médiatique à n'en plus finir. Ainsi, en stigmatisant les musulmans, dont une bonne partie est désormais citoyen français, les politiques français s'ouvraient à eux la possibilité de jouer sur deux terrains opposés. D'une part, la droite, briguant la séduction des autres droites, s'acharnait, mais avec circonspection, bien évidemment, contre un islam supposé incompatible avec les valeurs de la République, et qui n'a de cesse de faire reculer la sécularité. De l'autre, la gauche, s'imposant en vaillant défenseur de tous les citoyens républicains, laissait entendre qu'il y a de la place pour tous au sein d'une République grandement soucieuse du bien-être de chacun de ses enfants. Ce qui n'est dans le fond qu'une autre façon de partir à la pêche au bois auprès des autres gauches. Dans cette veine, le discours du président, et là je parle d'Emmanuel Macron, a été on ne peut plus clair. Il a dit, je le cite, « Il nous faut toujours réaffirmer qu'il n'y a pas dans notre pays d'un côté les musulmans et de l'autre les Français, mais bel et bien uniquement des Français de tout horizon, de toute conviction, tous citoyens au sein d'une république dont la laïcité garantit à chacun la liberté et l'égalité et offre comme projet commun la fraternité. » Et c'est donc en conquérant de ce qui fut à la base l'œuvre de la droite qu'il est venu réclamer ce qu'il entend être désormais un capital républicain commun. Une entreprise d'autant plus délicate lorsqu'on sait qu'à l'inverse de la droite, la gauche se veut plus rigoureuse lorsqu'il s'agit de questions touchant directement à la religion et donc par ricochet à la laïcité. Une grande sensibilité qu'elle exprime en toute occasion, en marquant la distance de façon parfois dogmatique entre elle et les autres religions, bien qu'elle leur porte un respect certain et à toute épreuve. Or, il se trouve que le nouveau président de la République, et ça c'est complètement nouveau, n'est ni de gauche ni de droite, selon ce qu'il avait personnellement indiqué, ce qui signifie qu'il s'arroge le droit de passer de l'une à l'autre, non pas comme bon lui semble, mais lorsque une situation plus ou moins particulière l'impose. Ce fut donc le cas lors de ce dîner iftar foncièrement religieux. Et c'est également parce qu'il n'est ni de droite ni de gauche et que par conséquent il n'exprime aucune crainte face aux clichés qu'il s'est rendu à cette invitation marquée par le sceau de la religion donné dans le très coussu salon Hoche au milieu d'autres représentants du culte dont M. Haïm Korsia qui est le grand rabbin de France en tête. Cependant, cette réponse à l'invitation du CFCM, Emmanuel Macron l'a traduit implicitement en occasion pour exprimer tous ses remerciements et sa reconnaissance auprès des différents acteurs que compose le CFCM, vu que ce dernier avait appelé ouvertement à voter massivement pour lui au second tour de la présidentielle. C'est donc en terrain, pour le moins, entre guillemets, officiellement conquis, qu'il s'est rendu auprès de ses partisans qui s'étaient ligués avec lui, notamment contre ce qu'il nomma en détour face à ceux qui, au fond, sont complices. Le mot, il est dit, le mot, il est lourd de sens. Pour abattre notre modèle républicain, il nous faut la même énergie. Ce fut donc dans cette ambiance convive, marquée par le don de soi, n'oublions pas, nous sommes en plein période de Ramadan, que le nouveau président de la République a signifié solennellement la reconnaissance de la République française au CFCM auprès de son président sortant, M. Anwar Kibibesh. Toutefois, en même temps qu'il exprima par des termes réconfortants sa reconnaissance,
Emmanuel Macron n'a pas omis de rappeler CFCM les différents combats qu'il sera appelé à affronter avec les différentes difficultés qu'il aura certainement à rencontrer, mais que pour autant, il sera à ses côtés. Voilà. Justement, au moment que vous avez dit que M. Macron, le président de la République, a structuré son discours autour de plusieurs thématiques qu'elle avait jugées importantes, pouvez-vous nous éclairer à travers quelques-unes? Oui. Juste avant de répondre à cette question, je pense qu'un triple constat qui est assez frappant s'impose. Premièrement, le fait que le président a amorcé son discours en rappelant que le mandat de M. Kibibech a été marqué par de nombreux attentats qui ont endeuillé la France entière. Une façon, à mon sens, implicite, qui rappelle le caractère sanglant de ces attentats barbares perpétrés au nom de l'islam par des musulmans. Il ne faut pas tomber dans le déni. Parfois, il faut dire les choses pour faire avancer, surtout lorsqu'il s'agit de dossiers épineux et de questions épineuses. Le deuxième constat, c'est le fait d'avoir nommé le soutien du CFCM, notamment dans la lutte contre le fanatisme, de combat. C'est-à-dire que ces mesures, au lieu de les appeler, d'utiliser un autre vocable, il a utilisé le mot combat, qui est un terme guerrier et qui laisse entendre que la France est engagée dans une espèce de guerre asymétrique, certes, mais une guerre quand même. Un terme, je le rappelle, qui avait circulé sous l'ancien Premier ministre, c'est-à-dire que la France est en guerre, et là, Emmanuel Macron, bien évidemment, n'est pas allé jusqu'au bout de ce raisonnement, mais on sent bien que cet engagement se veut un combat qui va réclamer tous les moyens possibles et nécessaires pour l'emporter. Le troisième constat est le fait que le président a tenu à rappeler désormais, et je pense que c'est peut-être une première, je ne suis pas sûr, mais c'est fort possible, il a tenu à rappeler la responsabilité engagée du CFCM dans ce combat ou dans ces combats qui semblent avoir été engagés à son insu. Je le cite, il dit « Notre défi est bien sûr sécuritaire face au terrorisme qui sévit, mais il est aussi moral, civilisationnel. Et dans ce défi, votre rôle est immense, votre responsabilité l'est tout autant. » On a certes un peu de mal à interpréter le sens profond de cet élément de langage, mais il faut également avouer que le mot est lâché. On a le sentiment qu'une nouvelle page dans la vie du CFCM vient de s'ouvrir et que l'État compte bien y écrire quelques chapitres qu'il entend mener avec constance et fermeté. Maintenant, pour revenir au combat que compte mener M. Macron et qui semble épouser la forme de défis majeurs, de même qu'ils marqueront, à n'en pas douter, son quinquennat, il a cité en tête de gondole le combat contre le fanatisme, c'est-à-dire le combat de la pensée et de la foi qu'il faut poursuivre sur le terrain, notamment auprès des plus jeunes. Vienne après le combat pour l'unicité autour d'un socle commun, celui des valeurs d'une République une et indivisible. Également le combat contre une pratique de l'islam organisant une ségrégation au sein de la République, le combat de la formation des imams, le financement des lieux de culte, etc. Mais il a mis également le doigt sur le combat qui est d'un ordre sécuritaire, qui d'ordinaire se veut exclusivement étatique, mais qui, aux yeux du président, prend la forme d'un défi collectif. Alors, si vous le permettez, je voudrais m'arrêter sur deux de ces combats-là. Alors, premièrement, le combat de la pensée et de la foi. Un combat pour lequel le président semble indiquer un chemin tout tracé en affirmant qu'il vous appartient à vous, là il s'adresse au CFCM,
acteurs du culte, de combattre pied à pied sur le terrain théologique et religieux, de démasquer chaque fois que nécessaire l'usurpation de vos valeurs, la captation de l'histoire de votre religion, etc., etc. Personnellement, je serais bien curieux de savoir comment compte procéder le CFCM pour accomplir cette tâche et remporter ce combat. Que je sache, le CFCM n'a aucun rôle théologique officiel, et quand bien même il voudrait se l'arroger, comment ferait-il devant la multiplicité des acteurs qui forment l'islam à la fois en France et de France? Il ne faut pas non plus verser dans le déni, tout le monde le sait, tout le monde sait que le CFCM est une coquille vide et qu'il ne représente que ceux censés représenter les musulmans. Et là, on ne sait vraiment pas trop s'il s'agit des musulmans de France ou des musulmans en France. Bien évidemment, le président n'est pas naïf. Il a une certaine conscience des fractures qui composent l'islam en France et que de nombreux courants et donc communautés ne siègent pas au CFCM pour des raisons plurielles. Il le dit clairement. Il dit « Je suis conscient que vous ne portez pas la voix unique de l'islam en France ». Et un peu plus loin, il rajoute « Nous savons que les élections pour le CFCM, les CRCM, ont trop souvent été marquées par des refus de participation. Et nous savons également que le nombre des mosquées qui participent à ces élections reste encore trop faible. » Je pense que tout est dit là-dedans. Le deuxième point que je voudrais développer, c'est le combat pour l'unicité autour d'un socle commun, celui des valeurs d'une république une et indivisible. Je pense que ce sont des valeurs qui sont très chères à la République. Personnellement, je ne doute pas que le président soit de bonne foi. C'est une personne de qualité qui a pu prouver sa grande valeur en se hissant au plus haut niveau du pouvoir, porté par la voix de tous les Français. Mais la bonne foi, à elle seule, ne peut pas tout face à la réalité du terrain. Certes, la République française compte incontestablement un nombre restreint des pays démocratiques les plus inclusifs du monde. Ça, personne ne peut le contester. Il s'agit d'une terre d'accueil qui a permis, à la faveur de ses valeurs républicaines, à des millions et des millions de personnes issues de milieux culturels éclectiques d'y cohabiter sur fond d'une coexistence forgée autour d'un sentiment d'appartenance à une même communauté de vie. Mais pour autant, il est malaisé de taire cette autre France qui a mal agi envers d'autres populations antérieures aux musulmans. Des hostilités parfois violentes dont furent successivement victimes les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens, sans parler des communautés hébraïques, rappellent combien il est parfois socialement malaisé à l'autre d'être convenablement admis. Inévitablement et regrettablement, les derniers venus, c'est-à-dire les musulmans, ne purent échapper aux intolérances de cette autre France. Humiliés par le verbe et parfois jusqu'à dans les faits, et subissant souvent dans l'indifférence générale, rejet et mépris, ils furent contraints à creuser le fossé qui les sépare indéniablement du reste de la société. Et afin de rendre le cas davantage désespéré, les politiques français, disons-le, certains, pas tous bien évidemment, de gauche comme de droite, pour des raisons certes opposées, étaient d'accord, pour une fois, pour affirmer que les musulmans ne sont pas assimilables. Une réflexion qui laisse entendre que le mur porteur, alimenté par le partage des valeurs fondamentales et la volonté de participer à l'édification d'un ensemble national commun, était finalement fragile. Et c'est là, certainement, une des raisons qui ont poussé les musulmans de France à voter massivement lors des dernières élections présidentielles.
Ces derniers ont accompli leur devoir citoyen à hauteur de 73%, en accordant leur confiance dans une grande proportion aux différents candidats. Ce fut leur façon d'exprimer leur profonde implication dans la vie politique de leur pays et de manifester leur ferme volonté de se faire entendre en tant qu'enfants de la République. Donc, face à cette fracture exprimée, notamment par les 11 millions de Français qui ont voté pour le Front National, 11 millions, c'est quand même des chiffres records. Le combat du nouveau président est certes titanesque. Quant au CFCM, avec toute la bonne volonté du monde, franchement, pourra-t-il aider alors que lui-même subit une islamophobie galopante que le président a pris le soin de nommer de façon autre, de façon délicate? Il s'agit donc d'une lourde responsabilité qui repose non pas seulement sur le CFCM, mais surtout sur l'ensemble de la société française, en premier lieu les 500 et quelques, pas loin de 600 députés qui doivent, de par leur principale mission, qui consiste à veiller à mettre en œuvre les droits fondamentaux individuels, de garantir à chacun d'eux le droit d'assurer une couverture universelle, homogène, et ce en termes d'égalité des droits et des devoirs pour chaque citoyen, toute conviction confondue. Cher Karim, il me reste 3 questions assez importantes. Une qui concerne, bien sûr, toujours le discours de M. Macron, hein, donc sur l'aspect... Je dois aller vite, hein, c'est ça alors. Elle me reste une vingtaine de minutes. Donc, l'intéressant, c'est très explicite. Et notre auditoire, bien entendu, comprend les enjeux de ce discours, parce que c'est ça l'objectif. Hein. L'objectif, c'est ce décryptage de la face cachée de ce discours, parce qu'il y a beaucoup de monde qui voit autre chose. On voit bien que le discours de M. Emmanuel Macron a fortement insisté sur le rôle des imams, et par ricochet de leur formation, tout en prenant le soin d'indiquer que celles pratiquées en dehors du territoire français. Désormais, ils ne sont plus les bienvenus. Selon vous, quelles seront les conséquences de cette décision et jusqu'où, en tant que représentant d'un État laïque, elle serait capable d'y aller? Écoutez, une des forces du nouveau président est de se considérer comme il le revendique lui-même, ni de gauche ni de droite. Ce qui signifie qu'il est capable d'apprendre différentes situations, même celles réclamant une délicatesse particulière en termes d'action. Pour autant, il ne faut pas comprendre par là que le président est fâché avec la laïcité et qu'il considère ces valeurs comme superficielles. Bien au contraire, il a pris le soin de le revendiquer haut et fort, avec le souci évident de se soustraire à toute forme d'ambiguïté. Et là, il nous dit dans son discours, il nous faut toujours réaffirmer qu'il n'y a pas dans notre pays, d'un côté les musulmans et de l'autre les Français, mais bel et bien uniquement des Français de tout horizon, de toute conviction, tous citoyens au sein d'une république, tous citoyens au sein d'une république dont la laïcité garantit à chacun la liberté et l'égalité et offre comme projet commun la fraternité. Ce sont là vraiment de belles phrases, très bien, qui, à mon sens, ont beaucoup d'écho au sein de l'administration et au sein de la République. Mais une autre des forces du nouveau président est certainement sa formation académique, plus précisément philosophique. Une formation de haut niveau qui le porte à croire que tout projet de qualité transite inexorablement par une formation de qualité. Dans cette veine, il a fait la part belle à la question de la formation des imams dans son discours. Porte-parole de l'islam, de sa pensée, de son idéologie, de ses dérives également, les imams sont des acteurs de premier plan qui ont réclamé, depuis les premières heures de l'islam, une attention toute particulière de la part des cercles du pouvoir. Le président
laisse entendre qu'il en a parfaitement conscience en plaçant cette question au rang de troisième combat qu'il entend mener tambour battant. Et c'est parce que conscient de la gravité de la question, mais également de sa spécificité, qu'il a annoncé que l'État, à travers plusieurs formations diplômantes, ne prendra en charge que la partie non confessante de celle-ci. Un projet qui entend également favoriser la formation des imams de façon adaptée aux valeurs de la République, mais grande nouveauté sur le sol français. Une charge qui incombera au bureau des cultes avec le soutien de la Fondation de l'Islam de France et d'une poignée d'universités réparties à travers l'Hexagone. Il s'agit donc là d'une décision hautement louable et fortement attendue depuis un bon moment. Mais répond-elle réellement à l'attente d'un islam de France et des valeurs de la République? Permettez-moi d'en douter, car quand bien même cette question demeure rationnelle et légitime, sa mise en pratique pose d'importantes questions. Premier élément, c'est que ce projet de formation aux valeurs de la République et qu'il est fondé exclusivement sur la base du volontariat et qu'à aucun moment l'État ne peut forcer les imams à le suivre, ce qui implique que les imams, que l'on peut qualifier d'extrémistes, car ce sont eux en particulier qui intéressent le débat, il est évident qu'ils ne prendront jamais part à cette formation tant elle leur semblera décalée de leur propre réalité. Deuxième élément, et là on touche au nerf de la guerre, qui va financer ces formations, sachant qu'elles auront lieu dans des universités et qu'elles coûteront la bagatelle de plus ou moins 1 000 euros. L'État étant laïque, il est donc à exclure d'office. Les fédérations islamiques, il faudra d'abord les convaincre de mettre la main à la poche et de former chacune les quelques 500 voire 600 imams dont elles disposent, ce qui leur coûtera au bas mot un demi-million, voire même plus en euros. Et si c'est le cas, qui financera la formation des imams des petites structures indépendantes? Bien mieux encore, qui couvrira les frais de fonctionnement des mosquées qui vont laisser partir leurs imams en formation le long de plusieurs mois, parce qu'il s'agit d'une formation de plusieurs mois, en termes de remplacement et d'organisation. Mais également, nous sommes en train de parler de l'imam qui conduit la prière et non pas de celui qui donne le prêche. Parce qu'on a souvent tendance à favoriser le dernier sous prétexte qu'il s'adresse aux foules lors du prêche du vendredi, en négligeant l'impact de l'imam qui conduit la prière, vu qu'il passe le plus clair de son temps au cœur des communautés musulmanes. Et si c'est le cas, ceci signifiera que le nombre des personnes, donc des imams à former, va doubler et que les charges vont suivre également. Et bien au-delà des imams, les autres acteurs qui gravitent autour des associations cultuelles, sont-ils aussi considérés par la question? Les négliger, à mon sens, reviendrait à laisser la porte ouverte à bien des angles morts. Maintenant, si on laisse de côté l'aspect financier et qu'on essaie de se pencher sur l'aspect formatif confessant, c'est-à-dire la formation théologique, le président de la République a laissé entendre que l'État ne s'occupera pas de cette question du fait qu'il est illégitime de sa part de la prendre en charge. Ceci au moins est pour le moins clair. Mais ce qui ne l'est pas, c'est de savoir qui va s'en charger. Le président a développé son idée en explicitant qu'il faut permettre à des initiatives privées d'émerger dans le respect du principe de séparation. Le problème, c'est qu'entend-il exactement par initiative privée? Des initiatives comme celle-ci, entre guillemets privées, existent déjà, mais elles sont sous le contrôle d'idéologies salafistes, islamistes et fondamentalistes. Alors, est-ce que c'est de ces initiatives-là qu'il s'agit? J'en doute fortement, bien évidemment. Mais si ça n'est pas le cas, alors qui sont ces initiatives?
qui sont les acteurs de ces initiatives, quels sont leurs programmes, leurs acteurs, leur légitimité scientifique, qui va trancher les difficultés liées à l'interprétation des textes et des dogmes, qui va gérer les divergences idéologiques, qui va contrôler l'enseignement dispensé dans les instituts de formation. D'autant que beaucoup de ces initiatives privées font appel, malheureusement, à des chouyours, chouyours en terme arabe qui veut dire savant, à des chouyours qui ont acquis leur médiocre connaissance de la théologie musulmane en s'appuyant sur des vidéos obscures qu'on peut voir sur Internet. Résultat des courses, en dehors de la grande mosquée de Paris, à travers son centre de formation bien connu, le seul, et qui est le seul à proposer une formation de qualité, donnée par des chercheurs universitaires, je crains ne pas en connaître d'autres. Et en attendant des jours meilleurs, les formations subversives et les imams obscurs continueront à semer le désordre dans la tête des musulmans en France. Un dernier point avant de clore cette question, c'est que répondra le président de la République aux fidèles qui sont attachés à telle ou telle école de pensée juridique lorsqu'ils vont voir arriver des imams formés dans des traditions qui ne sont pas les leurs. Il est très sage de sa part de dire que désormais, aucun imam en France n'ira se former à l'étranger. Et dans ce cas-là, il a cité le cas du Maroc. Mais si les Marocains, voire les Franco-Marocains, réclament des imams originaires du Maroc pour conduire la prière, et ce, en égard à leur formation poussée dans le domaine, dans le domaine théologique, et de par la garantie qu'ils ne prêcheront pas la haine, particulièrement au cours du mois du Ramadan, vu que les imams marocains comptent parmi ceux qui connaissent le mieux par cœur le Coran. L'État, dans ce cas-là, entend-il les en empêcher, surtout qu'une bonne partie des mosquées en France est tenue par des Marocains. Et en dehors des Marocains, bien évidemment, c'est également le cas des Turcs, des Africains de l'Ouest, des chiites orientaux et d'autres encore. Je pense que c'est certainement un gros dilemme. Monsieur Karim Efrak, vous le savez pertinemment comme quoi l'émission Arc-en-Ciel c'est une émission en direct et je viens de recevoir un SMS d'un auditeur. La personne pose la question, vous avez cité comme quoi le CFCM est une coquille vide. Lui, il se pose la question, s'il s'agit d'une coquille vide, justifiez vos propos, mais ma question qui suit cette question qui a été posée par un auditeur, le CFCM aussi, il est appelé d'ici 2 ans à organiser, et disons-le franchement, à affronter de nouvelles élections, un sujet sur lequel, Monsieur le Président, a été fort explicite. À votre avis, quel message en filigrane il est venu transmettre? Est-ce que c'est en relation de vos propos concernant que le CFCM, c'est une coquille vide ou pas, ou autre chose? Je pense qu'il y a une passerelle entre les deux questions. Et je pense que je vais pouvoir apporter quelques éclairages. J'aimerais bien, il me reste 7 minutes. Voilà. D'accord. Alors, il faut savoir que le CFCM est bien évidemment un beau projet qui mérite d'être soutenu, car malgré toutes ses infortunes, ses péripéties, ses nombreux échecs, il a le grand mérite d'unir dans un même socle l'ensemble des communautés musulmanes, toute obédience confondue. Il a également le mérite, quand les choses ne vont pas, de retrouver une voix unie et légitime, capable de dénoncer les travers prétendument liés à l'islam, parfois dans ses formes les plus extrêmes. Le président de la République en a parfaitement conscience, et ce doublement. Parce que d'une part, il s'agit d'une voix majeure qui l'a aidé dans son ascension à la présidence, de l'autre, qu'elle a un potentiel réel, capable de faire des miracles. Encore faut-il pouvoir le canaliser. Et dans cette veine, il le précise lui-même sans détour, premièrement en remerciant ses acteurs implicitement pour leur engagement dans les élections présidentielles, et à ce titre, je souhaite préciser qu'ils n'ont pas été les seuls, car d'autres communautés non musulmanes ont fait de même. Le deuxième point, que le CFCM est d'une importance majeure, une voix légitime, puisque issue des élections.
Mais pour autant, les mots du président ont été au-delà de cette première frontière. Il a indiqué à l'attention de l'actuel président du CFCM qu'il convient d'en faire pour l'avenir, c'est-à-dire les élections prévues en 2019, l'outil d'une représentativité toujours plus large, toujours plus à l'écoute des attentes et des propositions des centaines d'acteurs de terrain. Le CFCM, comme je l'ai déjà dit, est une belle machine, une belle Ferrari, mais qui roule malheureusement à 20 à l'heure. Car au lieu d'être un outil d'inclusion, il a été un outil d'exclusion. Nombre de courants musulmans ne sont jamais invités à prendre part à cette belle entreprise. Il n'y a pas besoin de citer des noms, mais juste de dire que le CFCM ne représente pas réellement la diversité, encore moins la totalité musulmane de France et en France. Porté par des personnes qui ont été présentes aux premières heures de la constitution de l'islam en France, et bien évidemment, ils ont tout notre respect et notre reconnaissance, mais ces personnes n'ont octroyé aucune place aux jeunes musulmans, d'autant que le fanatisme et la radicalisation touchent en particulier cette tranche de la population musulmane. Le CFCM est également porté par des personnes qui ont une faible conscience des réalités françaises, tant sur les plans institutionnels, culturels, politiques, que sur les plans historiques, géopolitiques et académiques. Il est temps, à mon sens, de faire une place à des compétences dont la pensée est forgée dans les universités françaises et fortement enracinée dans la réalité de la société française et non pas tournée vers des horizons hermétiques. Il est temps de faire place également à la femme musulmane, qui représente la moitié de cette communauté, mais dont on n'entend jamais la voix. La femme musulmane, en tant que citoyenne française, a également droit au chapitre, et elle est la seule capable de nous parler des attentes et des projets des femmes musulmanes. Et lorsque le président, il dit à l'attention du CFCM qu'il est conscient qu'il ne porte pas la voix unique de l'islam en France, c'est de tout ça, et bien d'autres encore, qu'il parle. Et implicitement, le président de la République attend, surtout du CFCM, de gagner en légitimité. Et là-dessus, il n'a pas mâché ses mots. Il a déploré ces élections, trop souvent marquées par le refus de participation, par le nombre trop faible de mosquées participantes, par la difficulté des mosquées à recruter des responsables plus jeunes et plus diversifiés. Des élections le plus souvent marquées par des agissements peu démocratiques que dénonce une grande partie de la société musulmane de France et en France et qui gênent le plus souvent la sérénité des fidèles. Pour toutes ces raisons, le président de la République est venu, certes en ami, prévenir ces dérives qui n'ont que trop duré et qu'un État comme la France ne peut cautionner indéfiniment. C'est une question, je crois, de génération. Car si les anciens gouvernements ont toléré ces divers, entre guillemets, débordements, eu égard au jeune âge de ce Conseil, il ne peut être pareillement avec ce jeune président qui incarne le renouveau et qui entend faire la place belle à la jeunesse dans laquelle il a toute confiance. Mais la question qui se pose à travers ces différents éléments, c'est que décidera le président dans 2 ans, une fois les élections finies, s'il venait à constater que ces recommandations, pour le moment amicales, n'ont pas été entendues. Je pense que l'avenir, très bientôt, nous le dira. Bien entendu, et c'est ça Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est la question et réponse en direct. J'espère bien que notre auditeur qui m'a envoyé cette question a été bien satisfait de cette réponse claire de M. Karim Ifrak. Karim Ifrak, docteur de l'école pratique des hautes études, islamologue, chercheur au Centre national de la recherche scientifique à Paris, CNRS, spécialiste de l'histoire intellectuelle et de la vie de la pensée dans les mondes musulmans, codicologue et porte un grand intérêt à l'histoire du Mus'haf al-Karim. Merci infiniment par rapport à cet éclairage, ce décryptage qui, Monsieur le Président, quelque part a adressé à cette France profonde, parce que nous constatons apparemment un point d'inflexion de taille
dans ce dossier de l'islam de et en France avec le nouveau président de la République, M. Emmanuel Macron. Je dis à très bientôt, cher Karim. Il me reste que 50 secondes. Un dernier mot. Écoutez, tout le plaisir a été pour moi et je pense que si d'autres occasions se présentent ou se réclament, on est là pour éclairer du mieux, très modestement et du mieux qu'on peut, cette question très délicate de l'islam en France. Sans aucun doute, للكلام وللحديث وللحديث بقية. مرحبا بتحية صديقنا المستمعين الكرام أينما كانوا وخاصة بالمغرب الحبيب، وعطلة سعيدة للجميع، وإلى اللقاء إن شاء الله من بعد 15 أوت. إلى اللقاء مع عبد اللطيف صدقي. Merci. À très bientôt. مع السلامة. Au revoir. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc.